une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Bienvenue! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Merci beaucoup. La semaine dernière, je vous avais raconté le conte de fées de Jordan, fils de palefrenier, et la princesse B2S. Et surtout de la fausse paparazzade organisée par Jojo avec Paris Match. Comme personne n'a gobé l'histoire des photos volées, à part Hanouna, mais bon, Cyril, c'est son copain, du coup, Jordan, c'est mon ami. On peut pas lui demander d'être objectif. Du coup, Jordan est allé voir la machine à laver les puissants, Léa Salamèche, dans le JT de France 2, qui lui a posé cette question. Avez-vous donné votre accord à ces photos ou ce sont des photos volées? Allez-vous porter plainte contre Paris Match? Allez. C'est parti pour une succession de questions où on connaît déjà la réponse, mais où Jojo, il va répondre sans répondre. C'est une sorte de ni oui ni non. Regardez. Quand on fait de la politique au niveau où je la fais, c'est très difficile de conserver une vie privée. Bah, il a raison. Ouais, au niveau où il est, c'est grave dur. Surtout quand c'est toi qui organise la séance photo avec des faux paparazzi de Paris Match. Après, les gens, rien qu'ils parlent des photos pas volées et de la relation que tu leur as mis en couverture d'un magazine. Ils se mêlent de trucs, les gens. Bon, là, il n'a pas répondu à la question, donc on poursuit. Depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzis qui campaient au pied du domicile. Voilà, ça c'est fort. Ils campaient tout en les traquant. C'est-à-dire qu'ils étaient immobiles, mais ils étaient mobiles quand même. Bon, abrège Jordan. Dis que tu vas pas porter plainte vu que t'as organisé le shooting, ce sera plus simple. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence. Bon, c'est pas le moment de faire le canard là, c'est bon. 2 minutes de réponse et toujours pas de réponse, alors qu'il suffisait de dire oui ou non. Putain, la demande en mariage entre les deux, elle va être compliquée, hein. Veux-tu m'épouser? Quand on fait de la politique, connaissez-vous où je le fais, c'est difficile de garder une vie privée. Bah, j'arrive pas à comprendre, c'est oui ou c'est non, là? J'ai décidé de ne plus me cacher. Et j'ai pris une décision qui relève dans ma vie intime de l'évidence. Mais l'évidence, c'est oui ou c'est non? Je peux pas dire plus. Mais je peux pas vous dire plus. Bon, en plus, il arrête pas de répéter intime. Moi, ça me met mal à l'aise. Tu sais, j'ai l'impression qu'il me parle de ses slips. Tu sais, je le vois en train de les enfiler comme ça et de ranger sa petite zguigouguette, là. Ouais, bon, bref. C'est pas intime si c'est toi qui as organisé le shooting, je suis désolé. Léa, repose la question, s'il te plaît. Donc, vous saviez que les photographes étaient là? Voilà, ça c'est une belle relance de Léa. Voilà. Dommage, elle est journaliste que sur des sujets dont on se fout complètement, par contre. Léa, bête de journaliste de potin, faut le savoir. Hein. Par contre, Marine Le Pen qui dîne avec Arnaud, les MEDEF, le CAC 40, ça c'est pas un sujet. Parce que Léa, c'est une secouriste de l'extrême. Mais de l'extrême droite, par contre. Elle a passé son brevet de secouriste à la Croix-Rouge. Bon, après, la Croix, elle est chelou, tu sais, elle a des angles droits aux extrémités. Mais le fond, il est bien rouge, par contre, ça c'est vrai. Du coup, réponse. Oui, je le savais qu'ils étaient d'accord bien pour sûr, cette séance de photos. Nous l'avons assumé, bien sûr. Bien sûr. Je savais qu'ils étaient, ils nous ont suivis pendant de très nombreuses semaines. Oh, arrête. Il y avait des photos prises depuis un buisson. Tu vas nous dire que c'était pris par l'inspecteur Gadget aussi? Ton pull, il était assorti à ta copine. On aurait dit un shooting pour la Redoute. Et oui, j'ai cherché la descriptive du pull dans la... Et c'est du cachemire, voilà. C'était votre manière d'officialiser les choses comme l'ont fait avant vous Nicolas Sarkozy ou Carla Bruni, par exemple. Au fond, au Rassemblement National, aujourd'hui, vous faites comme les autres? Oh, la question de merde. Oh, ça, c'est une question de merde.
Il fait partie du système, donc le système se met à son service, comme pour tous les autres, c'est tout. Qu'est-ce qui va répondre à ça? Ni oui ni non. Non mais madame, moi je fais de la politique pour la France, je fais de la politique pour les Français. La barbe, la barbe. Que des éléments de langage creux, il a répondu rien depuis le début. De toute façon, il est pas là pour ça, hein. Il est venu pour faire sa promo avec la complicité de Léa. Car c'est grâce à elle qu'il peut nous dire une chose. En tout cas, je peux vous dire une chose ce soir, c'est que je suis très heureux. Attends, c'est le journal de 20h ou c'est le Bachelor, là? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Que Jordan soit heureux, c'est cool pour lui. Mais c'est aussi très important qu'il sache qu'on s'en fout royalement, quoi. T'as voté contre l'augmentation du SMIC, Jordan. Que t'es une copine, je m'en bats les reins, en fait. Et oui, je suis vulgaire. Parce que je reçois les messages. Hakim, tu pourrais dire moins de gros mots? Non. Ici, c'est la riposte. C'est mon émission. T'es pas content, tu regardes Quotidien. Voilà. Bon, on va quand même analyser pourquoi cette séquence arrive maintenant. Tout simplement pour lui donner une image présidentiable. C'est pas un célibataire qui irait à l'Élysée, non, c'est un couple. Ça lui crée une stabilité, ça repousse les rumeurs sur son homosexualité, blablabla, blablabla. Faut rassurer le Français bas du front. Du coup, c'est important de nous dire aux 20h que Jordan, il est heureux avec sa petite princesse. Bon, après, à ce moment-là, il dit qu'il est heureux, mais c'est parce qu'il sait pas. Il sait pas les audiences du JT qu'il vient de faire, là. Ouais. 660 000 téléspectateurs en moins quand ils ont vu sa tête. Record de la pire audience. J'imagine que ceux qui sont restés, c'est les Français que l'IFOP appelle pour demander vous allez voter pour qui en 2027 ? Moi, je vote Jordan parce que il est trop beau. Allez, on enchaîne. Selon Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale sous Chirac, les profs de banlieue devraient être remplacés par des dresseurs. Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il disait. On va l'écouter, c'est mieux. Quand vous vous retrouvez dans un collège difficile de Seine-Saint-Denis ou de banlieue, l'enseignement ressemble à du domptage. Non mais, pour Luc Ferry, quand t'emmènes une classe du 93 au zoo, c'est pas une sortie scolaire. C'est une réunion de famille. T'as vu Mamadou, ton cousin dans l'enclos là ? Le gars, il était ministre de l'Éducation nationale, il était prof de philo, tu vois, genre Platon, Socrate, Nietzsche. Et lui, quand il voit des jeunes, il se demande où est-ce qu'il a mis son fouet. En tant que prof, ça devait être quelque chose. Hein. Quand Luc Ferry donnait cours, il devait être là. Vous voyez les enfants, si vous travaillez correctement, un jour, vous aussi, vous pourrez sauter dans le cerceau en feu. C'est peut-être pour ça qu'il y a des rats dans nos collèges, en fait. C'est pour que les petits fauves, ils apprennent à chasser. Est-ce que c'est une nouvelle trend, là, à droite, de faire le parallèle entre la savane, la jungle et les gens qui vivent en banlieue ? Non, parce que dans ce cas-là, moi, j'aimerais bien lancer la trend des canidés. Par exemple, on pourrait dire que la grande gueule de Luc Ferry, elle sent autant la merde parce que peut-être il se lèche trop le trou de balle. Bah, je sais pas, je tente. Moi, je suis pas prof, hein. Moi, j'ai eu 11 en philo, hein. Après, heureusement, el moderator de CNews ne laisse pas dire n'importe quoi sur sa chaîne. Il arrive tel Zorro qui surgit hors de la nuit. Et il intervient. Alors je vais enlever le mot domptage. Parce que... oui, mais on va quand même l'enlever. Parce que les mots aujourd'hui, on dompte des animaux. Donc on va on va enlever ce mot-là. Ça, c'est la spéciale de Pascal Prout. Il laisse dire des dingueries et après il dit on va l'enlever. Comme si ça annulait la dinguerie. Il pense qu'il a le flash de MIB. On va l'enlever. Voilà, toute cette séquence n'a pas existé. Luc Ferry est bien présent sur le plateau, mais il est poli et très gentil. Vous avez vu, on a du budget, hein. Un bout en métal, quoi, bref. Mais non, Pascal, on l'a tous entendu.
Pascal, il me fait penser à ce pote qui dit des trucs ultra vexants et qui ajoute à chaque fois « je rigole ». Juste derrière pour que ça passe, tu sais. Genre, c'est moi ou t'as grossi Hakim ? Je rigole. J'aime bien la riposte, mais je regarde pas en entier, je regarde petit bout par petit bout parce que ta voix, et je rigole. Bon, on est entre nous, tu peux nous le dire, t'es antisémite ? Je rigole. C'est pas drôle, Richard. Bref, moi je rigole pas en fait. Quand t'as dit un truc, tu l'as dit. Y a pas de je rigole ou on enlève. C'est trop facile, Pascal. Sinon, moi aussi je peux le faire. Sale fils de chien, on va t'attraper, on va t'enfermer dans la cave. Ouais, on va voir c'est qui l'animal, sale bâtard. Je rigole, je rigole. Je rigole. Je rigole. On l'enlève. On l'enlève, donc ça compte pas. Bon après je dis on l'enlève, mais on va pas le couper au montage, hein. Vous allez bien l'avoir dans l'intégrale de l'émission sur YouTube et en podcast. Mais je rigole, hein. On l'enlève. Écoutez, mes mots, c'est pas les vôtres. Hein. Oui, mais c'est pour ça que Si on me fait un procès, je me débrouillerai. Vous en faites pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est à nous qu'on le fait le procès. Généralement. Donc. Oh la vieillesse dans la voix là. Il avait plus d'air. Il s'en fout que Ferry compare des gosses à des animaux. Son seul problème, c'est les frais d'avocat, quoi. Ah mais je suis d'accord avec toi, Luc. Ce sont des bêtes. Mais l'amende, elle va me tomber sur ma gueule. Et Bolloré, après, il va pas être content. Trouve un synonyme, voyons. Je sais pas, dis ensauvagement. Ça veut dire la même chose. Il y a le mot sauvage dedans. Mais ça, on peut parce que ça fait langage soutenu. Ça passe crème. C'est de l'optimisation de racisme. Bon, mais bon, si on peut plus, même chez vous, on est obligé de parler la langue de caoutchouc, c'est mais même chez vous, on peut pas dire. Mais c'est pas ça. Même chez vous. Ah d'accord. Donc même chez les racistes, on peut plus être raciste. Bah, on aura tout vu, hein. Ah, on voit le désarroi dans les yeux de Luc Ferry là. Il le regarde, mais Pascal, pourquoi tu me censures? On est entre nous, putain. Alors oui, vous êtes entre vous sur le plateau, ça c'est sûr et certain. Malheureusement, il y a des gens qui regardent. D'ailleurs, nous aussi on est entre nous. Donc je vais inviter l'un d'entre nous pour sa première chronique. Faites-moi un maximum de bruit pour Urbain, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. T'as dit sa première chronique, j'en ai fait 12. Hein. Non, bah, je voulais dire la première chronique. Oui. J'aime bien te faire chier. T'es une très mauvaise personne, Urbain. Et toi, une très bonne personne. Parce que tout à l'heure, t'as dit, bon, je suis un peu vulgaire, t'as dit, je m'en bats les reins. J'ai dit, oh là là, si ça c'est vulgaire, ma chronique est terminée, je peux arrêter. Hein. Ça à la gauche ? Très bien. Bon, j'ai fait une connerie ce week-end, je suis allé sur Facebook. C'était une bêtise. Bon, c'était pas plein choix, j'avais pas la date d'anniversaire d'un copain et j'ai voulu vérifier ça sert qu'à ça, Facebook maintenant. Hein. Il y a 10 ans, c'était le média le plus puissant du monde et maintenant, c'est un calendrier, le bordel. Ça sert à que ça, quoi. Donc, j'étais pas allé depuis longtemps, je regarde quand même un petit peu. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé en 2009, donc je regarde un petit peu ce qui se passe, quoi. Je sais pas si vous êtes allé sur Facebook il y a quelque temps, mais c'est le chaos là-bas. Il ne reste plus que les vieux et ils font n'importe quoi. On est tous partis il y a 10 piges, on a cru que ça allait bien se passer, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'ils étaient déjà là, les vieux, quand on était encore sur Facebook, mais il y avait encore des trentenaires pour faire la police, tu vois, pour dire « Qu'est-ce que c'est que ça, Didier ? C'est un mème Astérix et Obélix qui dit « Ma France à moi mange du cochon », tu poses ça tout de suite, Didier, ok ? Et tu vas sur Marketplace, acheter un petit Thermomix, comme tout le monde, hein, ça suffit. Et là, il y a plus personne, ils sont que entre eux, c'est le chaos. On dirait ce moment dans une fête où les parents, ils se relâchent un petit peu, ils disent « Oh, les enfants, vous pouvez aller jouer, aller dans la chambre, là. » Et au bout de 10 moritos, il y en a un qui dit « Oh putain, faut qu'on aille voir les gosses. » Et là, t'ouvres la porte, il y en a 2 à poil déjà, avec un slip sur la tête. Il y en a un au haut d'une armoire qui pleure, les autres qui l'attaquent avec un bâton. On en est là. C'est terrible. Parce que...
Et c'est de notre faute, en fait, c'est de notre faute. On les a lâchés et il faut qu'on aille faire un tour de temps en temps. Donc moi, je propose, on fait comme le mur dans Game of Thrones. On envoie 2 mecs, voilà, régulièrement. On fait une ronde parce que là, il y a les marcheurs aux cheveux blancs qui arrivent et ils font peur. Au moment des élections, vous allez les voir, là, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils font les vieux ? Va voir ce qu'ils font, ça va pas du tout, hein. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Attention, hein, je dis pas que tous les vieux ont du somme, hein. C'est juste que tous ceux qui ont du somme sont sur Facebook. Les autres sont partis, ils ont migré. Il y en a plein des vieux qui font sur Insta et TikTok et ils font ce qu'ils savent faire le mieux, être gênant. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande, pas énervé, gênant. Bonjour, bienvenue sur Sylvie Pottery, une page qui allie terre glaise et joie de vivre. La vie continue après le divorce. Voilà, elle a rien à foutre sur Insta, elle est gênante, mais fait de mal à personne. J'ai acheté une de ces poteries, moi. Non mais ça passe, Sylvia. Parce que là, sur Facebook, il reste que les rageux. C'est Twitter, mais dans les années 70. Ils s'énervent sur tout. Tout. J'ai vu un article mignon. C'était une vidéo, en fait. C'était un petit éléphanto qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère et qui titube un petit peu. Très mignon. Tu vois le premier commentaire. Eh ben, à mon époque, les éléphantos, ils savaient marcher droit, pays de con. Et là, oh là là, mais c'est des fous. C'est des fous. Ça, c'est que les commentaires. Parce que l'autre truc que les vieux font sur Facebook, et on les a lâchés, c'est qu'ils racontent toute leur vie. C'est un skyblog pour vieilles personnes. Parce que tu peux voir leur statut, mais ils savent pas mettre en privé. Donc, tu peux voir leur statut. Et là, c'est gênant. Ils disent tout. Bonne fête à toutes et tous, sauf Martine, cette salope qui m'a piqué mon mari. T'es là, oh là là, mais faut pas dire ça sur Internet. Elle est folle. Quand je vois tout ce somme inutilisé de nos vieux, je me dis on a perdu un truc là. Il faudrait qu'on l'utilise tout ça, qu'on canalise cette énergie pour que j'ai l'impression d'être le flic sympa de la cité. Tu sais, tu fais non mais les jeunes ils font des braquages, mais ici ils faisaient du football, ça irait mieux franchement. Mais je sens qu'il y a ça. Ils ont une énergie les vieux. Et il faut qu'on aille leur faire des manifs. Pour plein de raisons. Parce que, ils peuvent en faire tous les jours. Ça les sortirait, ils feraient un petit peu de marche. Ils se verraient autrement qu'aux enterrements. Et tu vas voir que ça serait pas mal pour eux. Parce que là, je rigole, mais en vrai, ça m'a rendu triste. Avant, les vieux, on pouvait fermer les yeux sur leur mal-être et leur solitude. Mais va sur Facebook et tu le vois en direct. On peut plus se cacher. Donc, à un moment, il faut penser à nos vieux. N'oubliez pas d'aller voir vos parents. Allez leur parler qu'ils passent pas leur vie sur Facebook à faire des conneries. Et surtout, quand ils vous demandent de réparer la box, dites non. Non. Ils vous demanderont à chaque fois de réparer la box, c'est normal, c'est un truc de parents. Vous dites non, vous faites comme quand ils ont fait nous quand on était petits, on voulait jouer à la console. Non, tu sors dehors, tu vas marcher avec tes amis, tu reviens que quand Macron il a lâché pour la retraite. Ça va t'occuper un petit peu. Allez, à bientôt, merci beaucoup, salut la gauche. Je peux dire un truc ? Ouais. Parce que tu fais la promo à la fin, mais là, il m'en reste qu'une date. Donc, je peux le dire. Alors, il y a une date, c'est au République, le 24 avril. C'est pas compliqué, il reste 35 places. Donc, vous me remplissez ça. Je veux faire complet sur la dernière. Après, on se revoit en octobre. Merci beaucoup. Salut. Bravo, Urbain. Il m'avait donné son sujet, genre plusieurs jours avant. Puis après, il m'a dit je suis allé sur Facebook, je change de sujet. Et j'ai dit ok, donc bon, c'était très cool. Comme il l'a dit, donc sa dernière date au Théâtre République, allez voir Urbain. Et sinon, il y a son podcast qui s'appelle Podcastos sur Internet. Et sinon, sur ses réseaux, Urbain, vous tapez Urbain et vous tombez sur Urbain. S'il n'y a que lui qui s'appelle Urbain. Bon, comme disait Jay-Z, CNews ment. Mais pas les chiffres. C'est Jay-Z qui a dit ça. En un an, la matinale de Pascal Prout est passée de 500 000 à 300 000 téléspectateurs. Ah, ouais. J'espère qu'il a des genouillères et le dos solide parce que ça, c'est pas une baisse, c'est une chute là. Hein. C'est des descentes, normalement tu les fais en rappel. Pire encore, en soirée, Pascal a perdu jusqu'à 50% de son public en 6 mois. Tom Cruise aurait vu cette chute et aurait dit « Je veux la même dans le prochain Mission Impossible ». De manière générale, toutes les émissions sont en baisse sur CNews. Ferrari, Pasquier, pour tous, c'est la merde. Le seul moment où les téléspectateurs de CNews ne quittent pas la chaîne, c'est quand il y a la météo. C'est même pas une blague. C'est réel, contrairement à leurs infos, les températures, c'est le seul moment où ils mentent pas. Bon, après, faut pas leur demander pourquoi les températures, elles augmentent. Sinon, c'est la merde. Ils ont réussi à saouler les racistes du racisme.
Même eux, ils ont dit, ouais, bah c'est bon, on a compris. C'est le même épisode tous les jours, donc... Est-ce que là, on vient pas de craquer le code? J'appelle ça la théorie des frites. J'explique, parce qu'à la riposte, j'explique. T'aimes les frites, ok? C'est ton plat préféré. Bah si t'en manges tous les jours et que tu manges que des frites, au bout d'un moment, tu vas finir par détester les frites. Et bah CNews, c'est les frites des racistes. C'est QF débile. Bon, ouais, je fais des jeux de mots, et alors? Bon, on n'a pas eu que les chiffres de CNews. Cette semaine, les audiences radio sont tombées aussi. Et Radio Nova défonce tout. 378% d'augmentation en 1 an. Ouais. Ouais. Bon. J'aurais préféré que cette news concerne vos salaires, je vous le cache pas. Mais on va pas bouder notre plaisir. Parce que plus 378%, là où CNews en perd jusqu'à 50%, il y a eu un mercato des spectateurs. C'est sûr. Donc bienvenue à tous. Bienvenue aux convertis à l'islamo-gauchisme. Vous avez vu, moi je suis intéressant et plus marrant que Pascal. Alors, si c'est votre cas, si vous faites partie du transfert, mettez-le dans le commentaire. Voilà, comme ça on vous enverra des fleurs, un Sarwell et un Coran laïque. Bref, on va pas analyser les chiffres plus longtemps parce que c'est pas notre métier. On va faire appel à un spécialiste qui l'a très bien fait pour nous. Il y a plein de gens qui se sont étonnés à un moment du succès de CNews. CNews, que t'aimes ou t'aimes pas CNews, c'est pas CNews. C'est les talents. Pascal Praud, par exemple, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il a un talent de dingue. Voilà, franchement, il est bon. Tu peux pas dire Pascal Praud, c'est une chèvre. Pascal Praud, c'est une chèvre. Ah bah si. Bah si, on peut le dire. On peut le dire, mais ça serait pas précis. En vrai, faudrait dire Pascal Praud, c'est une chèvre raciste. Et c'est très rare, c'est très rare. Bah tu peux faire du fromage de chèvre raciste avec. Du crottin de Chavignews. Ouais, avec des vrais morceaux de crottin dedans. Bah, on va pas commencer à faire à la fine bouche, hein. Bon. Bon, vas-y, Cyril, continue ton analyse sur les audiences. Nova, j'en parlais tout à l'heure avec un pote qui connaît très bien la radio, ouais. Et on se disait, tu les aimes ou tu les aimes pas. Et moi, pour le coup, vraiment, même moi, parfois, ils font un truc sur moi pratiquement toutes les semaines. Bah, excuse-nous, notre métier, c'est de riposter à la connerie. Tu devrais pas être fier d'être souvent là, hein. Mais pardon, je t'ai coupé, continue. Et mine de rien, tu les aimes pas. Il y a quelque chose. C'est comme nous ici, ils sont pas nuls, les mecs, il y a du talent. Alors, j'étais presque d'accord jusqu'à ce qu'ils disent, ils sont comme nous ici. Pour nous faire un compliment, il a dû s'inclure dedans, le gars. Alors déjà, non. Non, Cyril, on n'est pas comme vous sous prétexte que nous aussi on a un micro. Voilà. Notre décor, il tient avec des scratchs. T'as un plateau de télé sur une chaîne nationale qui coûte des millions par an. T'es censé être le PSG, Cyril. Et Nova te talonne alors qu'on est une équipe de handisport de handball. Mais pire, il nous a mis dans le même panier que Pascal Praud. Le mec fait un parallèle entre nous, des humoristes, et les grands malades de CNews qui sont des pseudo-journalistes. Mais il est fou, lui, à dire qu'on est pareil. C'est comme si Émile Louis, il disait à un chauffeur de bus, eh ben, on est pareil, on transporte des gens tous les deux. Bah non, parce que on n'a pas la même destination, puis mais c'est pas le même projet non plus. Moi, sur ce plateau, je fais des blagues contre les racistes. Toi, sur ton plateau, tu fais des blagues avec des racistes. Après, je sais que dans ta tête, Cyril, nous comparer à CNews, c'est un compliment. Mais moi, je l'entends comme... tu me trouves comment ? Bah, t'es pas moche, hein ? Bah, c'est pas un compliment, tu vois ? Moi, je vais te faire un vrai compliment, Cyril. T'as été marrant. Mais il y a longtemps, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Allez, dernier sujet avant d'accueillir notre prochaine chronique.
Cette semaine, la brigade financière anticorruption s'est vue refuser l'entrée de l'Élysée lors d'une tentative de perquisition. C'est fou, ils ont voulu perquise Manu à 6h du mat'. Comme s'ils vivaient dans un four à Saint-Ouen, là. Mais ça va pas ou quoi, là? Alors, c'est précisé que c'était une tentative, car ils n'ont pas pu rentrer. Ouais. Ils sont restés à la porte. Il paraît que Macron leur a dit « La République, c'est moi !» Mais après, on n'a pas eu les images, c'est ça qui est dommage. Eh les keufs, vous vous êtes cru en démocratie à vouloir enquêter comme ça, là? Eh, la prochaine fois que vous voulez entrer chez Macron, vous faites comme tout le monde. Vous attendez la journée du patrimoine. Non mais mesquine en vrai, non, je sais pas ça pour ça. Là, ils se sont fait refouler à l'entrée comme des témoins de Jéhovah qu'on a pas... C'est qui sont à l'intercom de l'immeuble là. Il dit, oui, bonjour monsieur, vous saviez que notre sauveur va revenir? Désolé, je peux pas vous répondre, je suis pas chez moi. Et vous me répondez à l'intercom? Ouais, dégage en fait, dégage, c'est ça que je voulais dire. Ils ont invoqué le concept juridique d'inviolabilité des locaux. C'est magnifique. Donc l'Élysée est inviolable. C'est drôle parce que nos retraites, nos impôts, nos factures d'énergie, ça fait des années qu'ils rentrent dedans sans frapper. La seule chose d'inviolable et de vierge dans ce pays, apparemment, c'est le Bruno de Manu. C'est génial de pouvoir dire non à une perquisition, en vrai. Hein. Ouais, notez l'astuce pour votre prochain contrôle d'alcoolémie. Vous pouvez souffler dans le ballon, s'il vous plaît? Désolé, monsieur l'agent, je vais faire appel à l'inviolabilité de ma Twingo. Je vous demandais de circuler. Le mec a refusé d'ouvrir la porte à la brigade financière. C'est pas un move de chef d'État, c'est un move de dealer de coke, en vrai. T'imagines Macron en panique derrière la porte de l'Élysée. Vite, Brigitte! Les flics! Jette les factures dans les chiottes! Sors par derrière! Non, l'autre derrière. Bon, bref. Moi, cette histoire, ça me dit quelque chose de Macron. Ça me dit que il lui reste 1 an. Profite bien, Manu, parce que toi, tu vas détrôner Sarko en termes d'affaires. Ouais, je le sens, j'ai du pif. Et vous savez ce qu'il y a dans mon nez? Fabrice Arfi. Ouais, et là, il enquête. Ouais. Dans mon nez, il y a Fabrice Arfi, et sous mon bras, il y a notre prochaine chroniqueuse. Faites un maximum de bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Hello, ça va par ici? Ouais. Allez, moi aussi, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Hongrie, qui a enfin dégagé Viktor Orban, et ça n'a pas été facile, parce qu'en termes de ténacité, le dictateur se trouve entre la punaise de lit et l'herpès. Les Hongrois croyaient que ça durerait 4 ans, mais il est resté 16 ans. Orban, c'est ce pote qui part pas quand il voit que tu bailles, que t'as coupé la musique et que tu passes la spie, tu sais. Pour vous donner une idée, on n'en est même pas à 10 ans de Macron et on n'en peut déjà plus. On a tous envie de le foutre dans un vol pour la face cachée de la Lune et qu'il revienne jamais. Et c'est vrai qu'en France, on entend souvent l'argument oui, non mais l'extrême droite, on n'a jamais essayé. On en connaît qui ont essayé la clope juste pour voir, tu repasses 20 ans plus tard, ils sont en 3 paquets par jour, ils ont plus de chicot, ils ont les doigts jaunes. Mais ils te disent, moi, j'arrête quand je veux. Allez. En Hongrie, la jeunesse a enfin réussi à retourner le régime, alors que c'est vrai qu'Orban était soutenu par Trump, Poutine et Marine Le Pen. Hein, la team roquette, finalement. Avec des vraies roquettes. Avec des vraies roquettes. D'ailleurs, Marine Le Pen est carrément partie à Budapest le lendemain de sa défaite pour le consoler. Ouais. Elle lui a essuyé ses petites larmes avec des pages de Mein Kampf. Mais parce qu'elle condamne Mein Kampf, c'est pour ça qu'elle l'a déchiré. C'est ça qu'elle faisait. C'était juste pour ça. Hein. Non, après je me dis peut-être qu'elle aussi, elle voulait sa couverture Paris Match avec un prince hongrois. Hein. Je sais pas. Hein.
Non mais au moins elle est fidèle en amitié, hein. Contrairement à Poutine qui lui a tourné le dos le lendemain de sa défaite. Il a déclaré Orban n'a jamais été mon ami. Alors qu'ils étaient cul et chemise, hein. Voilà. Je vous laisse deviner qui était le cul, qui était la chemise. Donc tout ça pour dire que l'amitié entre dictateurs, c'est solide comme une biscotte. On dit souvent que les dictateurs ont perdu le bon sens, mais ils n'ont pas perdu le sens de l'odorat, parce que dès que ça pue la merde, bah, ils se cassent. Mais ça, c'est déjà pas mal. Et le bilan économique d'Orban est vraiment nul. Pendant 16 ans, il s'est accaparé les richesses pour arroser ses proches. À ce rythme-là, c'est même plus de l'arrosage, c'est un dégât des eaux. Ouais. Son meilleur ami, Lőrinc Mészáros, est devenu la première fortune de Hongrie, alors que le mec était chauffagiste. Okay. Bah, il sait investir. Non mais Orban a tellement d'affaires de corruption sur le dos que même s'il prend l'avion en slip, on lui fait payer un bagage en soute. On en est là. Il a aussi saboté l'éducation. L'école n'est plus obligatoire que jusqu'à 10 ans, parce qu'il a bien compris que t'es plus manipulable quand t'as pas toutes les infos. Hein. Un peu comme CNews finalement. C'est pas mal. Alors l'extrême droite au pouvoir, on veut nous faire croire que ce sera le parti du peuple, alors que tout nous prouve que c'est le parti des élites et de l'égoïsme. Même ici, à l'échelle locale, on a bien vu, l'extrême droite fait n'importe quoi. La première chose qu'a fait le maire RN de Montargis, c'est, merci, s'augmenter de 80%. Voilà. 80%. 2 fois, je le dis, parce que ça mérite. Hein. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnerait à l'échelle d'un pays. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ouais. Merci. Et ouais. Ah, il s'est augmenté de 80%, mais il habite à Montargis aussi. Bah ça à prendre en compte, excusez-moi. Je suis un gamin. Bon. Morgane, qu'on peut retrouver à la rentrée au théâtre Beau-Saint-Martin. J'ai dit depuis des semaines les billets sont en vente et elle m'a dit ah non ils étaient pas en vente en fait. Donc maintenant les billets sont en vente. Si vous voulez prendre des places pour Morgane, vous pouvez le faire dès maintenant. Ce sera au Beau-Saint-Martin à partir de la rentrée et sur ses réseaux sociaux. Morgane Mélie. Ouais. Allez. Ouais. J'ai appris récemment que Rima Hassan avait mal au lombaire depuis des mois. Ouais, elle allait voir des chiros, des ostéos, des kinés, personne n'était capable de lui dire ce qu'elle avait. Et c'est Mediapart qui a trouvé la raison. D'après leur enquête, elle avait toute la police sur le dos depuis des mois. Géolocalisation téléphonique, surveillance des déplacements effectués, bien avant l'ouverture d'une enquête. Consultation de ses fichiers en dépit de son statut d'élu. Fouille, sollicitation d'Europol. Si la police déployait les mêmes moyens pour lutter contre le narcotrafic, on pourrait pique-niquer sur la colline du crack. Bon, j'explique, parce qu'il y a la riposte. Bon, j'explique, exactement. Mediapart nous a appris cette semaine que des moyens considérables ont été mis en place pour surveiller l'eurodéputée Rima Hassan. En France, on est incapable de vous dire où passent nos impôts. Par contre, si vous voulez savoir à quelle heure Rima Hassan elle se brosse les dents, bah ça on peut vous le dire. Ouais, apparemment elle utilise du dentifrice sans sucre et sans gluten. Je savais pas que ça existait. On rappelle que la plainte contre Rima Hassan, c'est pour un tweet. Hein. Un tweet. Il y a moins de caractères dans son tweet que de flics qui ont bossé pour la faire tomber. Ils ont fait une analyse de ces vidéos en coopération avec Europol. Europol. Donc c'est Rima Al Capone en fait qu'on est en train d'analyser là. Ils ont contacté Thalys, la SNCF, le service en charge des vols aériens. Ça a coûté des millions d'euros alors que son agenda, il est en ligne. Rima, c'est la seule élue quand elle veut savoir combien de pas elle a fait, et elle appelle le 17. Dans l'enquête, on apprend des trucs complètement fous. Par exemple, début janvier, elle était en vacances. Wow. Ouais, et puis quoi encore, il y a un CE chez les terroristes. Le 11 janvier, écoutez bien, elle s'est rendue dans le 17e arrondissement de Paris. Si, tu remets en cause ma parole, c'est ça que tu fais? Le 12, elle a circulé à Saint-Denis. La ville des Noirs. Ça vous fait pas froid dans le dos? Et attention, et là pour le coup, la police a fait un travail incroyable. Écoutez bien.
Elle se rend plusieurs fois par mois à Bruxelles dans son logement de député. Non mais c'est Colombo qui a enquêté, c'est sûr. Comment ils ont découvert tout ça? Et elle allait bosser et elle rentrait chez elle. Des trucs de zinzin, quoi. Que des rebondissements dans cette enquête. Et c'est un match de NBA ou quoi? Attendez, elle s'est rendue aussi à Strasbourg du 19 au 22 où se trouve le Parlement européen. Et ça c'est une info qu'il faut de toute urgence envoyer à Bardépala parce que il a pas l'air de savoir où c'est, lui. Bon, après, j'ai quand même appris un truc qui m'a déçu en lisant cette enquête. Excusez-moi de le dire comme ça, mais sa vie, elle est chiante, en fait, hein. Non, mais jugez-la pour apologie de ennui, en vrai, pas pour terrorisme. Les seuls compris de la drogue, c'est les flics qui l'ont suivi pour rester éveillés, c'est pas possible. C'est ça, votre terroriste? À deux doigts de nous dire qu'elle fait des brocantes. J'ai pas fini, hein. Le 24 janvier, elle était en Gironde. Le 30, près de la frontière suisse. C'est l'agenda de Rima Hassan ou les dates de tournée de mon spectacle Contexte? Eh ouais. En tournée dans toute la France. Rima, si tu veux faire ma première partie, envoie un DM. On partagera le train. Bon, je pose juste la question. On n'aurait pas fait des économies juste en lisant son agenda en ligne, en vrai? Non, parce que tous ces déplacements sont annoncés dessus. Bon, on va quand même s'intéresser au tweet qui lui est reproché. Je suis allé voir, donc je cite. « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Là, tu pourrais te dire, c'est une bonne punch. Après, t'apprends que la punch, elle est associée à Kozo Okamoto, un homme qui a fait partie d'un attentat dans les années 70 contre Israël. Bon, ça va pas du tout, en fait. Si t'es un mec qui a fait 26 morts, même si la phrase c'est au printemps les oiseaux chantent, ça pue la merde, en fait. Rima, là, éthiquement, c'est zéro et stratégiquement, c'est stupide. Bon, je vais me permettre un conseil pour tous les gens de gauche. Pas la peine de sortir des calepins, ça va être très court. Vous n'êtes pas obligé de tweeter. Surtout quand en face, ils attendent la moindre occasion pour te tirer dessus. C'est pas utile de leur filer des munitions. Dire de la merde sans conséquence, c'est réservé aux racistes. C'est une forme de white privilege. Et je vous donne ce conseil parce que moi, mon ami associé et co-auteur Kaza me le répète H24. Tu sais, quand je le vois, il me dit « Ça va ? Ouais, t'es pas obligé de tweeter. » C'est environ 95% de nos échanges, hein. L'autre jour, il m'a dit « Déjà qu'on nous reproche des choses qu'on n'a pas dites, donc tu vas pas dire des trucs qu'on va nous reprocher en plus. » J'étais pas sûr d'avoir compris. Mais dans le doute, j'ai posé mon téléphone. Tiens. Kaza, c'est un pseudo, hein. Ouais, c'est pas son vrai nom. Moi, je sais pas qui c'est ce mec, en vrai. Après, s'il me prend la tête, c'est parce qu'il sait que lui-même, s'il parlait franchement sur les réseaux sociaux, il serait en garde à vue depuis 10 ans. Et moi avec, parce que j'aurais retweeté ce qu'il a mis. Donc je vous redonne le tweet. Parfois, ça vaut pas le coup de tweeter, ok? La taquilla, les gens. La taquilla. Après, là, il m'aurait dit, c'est pas une blague qu'il faut faire, ça. Et je lui aurais dit, ouais, mais c'est marrant. Et c'est mon seul argument, hein, mais... De toute façon, rien à foutre, je suis un électron libre, ok? Moi, je suis un fifou. Allez, j'arrête de parler de moi. Cette semaine, on a eu le droit à une analyse sociologique de très haute voltige. C'est simple, pour faire des analyses sociaux de ce niveau aérien, faut au moins le permis d'avion de chasse. Ouais. La séquence se passe sur le club Figaro, donc des gens sérieux, ok? Des gens qui ont des poils qui sortent du nez. Voire des oreilles, donc ça... Quand tu vois ça, tu dis « Ouh, j'écoute ». Et le sujet, c'est « Les Français ont-ils la flemme de travailler ?» Eh, rien que ça, t'as envie de les mettre tous à la plonge ou dans le BTP. On écoute. Tout le monde veut boire des pots en terrasse, mais plus personne ne veut servir en terrasse. Ouais. C'est ça aussi, c'est-à-dire que le top du top, c'est ça.
Non, le top, ce serait d'être bien payé pour servir des verres. Et le top du top, ça serait que les verres, ils coûtent pas 15 balles. Comme ça, celui qui boit un verre, il peut laisser un pourboire. Et le top du top... Et le top du top du top, ce serait que le bar en question, il participe pas à la gentrification. Comme ça, le serveur, il peut vivre pas trop loin de son lieu de travail. Et le top du top du top du top, ça arrive quand Anne de Guigné se lance dans un parallèle entre le sport et le travail. Les mêmes salariés s'affligent des efforts, mais colossaux, se lèvent à 6h du matin pour courir des heures sous la pluie, et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises. Avant d'aller travailler. Oui, et qui, le matin. Et en fait, qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Ben oui, mais si, ils sont nostalgiques de l'usine. Ils sont même nostalgiques des années 30, je crois, non, les gens? Puis t'as raison, hein, c'est vraiment les mêmes salariés dont on parle, hein. C'est pas ceux comme toi qui restent assis sur une chaise toute la journée, qui ont besoin de se muscler pour pas finir en mollusque. Non, c'est ceux qui font des efforts physiques toute la journée au taf qui vont à la salle. Ouais. D'ailleurs, ils vont dans quelle salle? Toute une chaîne de salles de sport assez chic à Paris qui s'appelle l'usine, et c'est une nostalgie du monde industriel. Ouais, bah les clients de l'usine, ils payent plus de 2000 € l'abonnement. Ouais. Donc je pense la nostalgie du monde industriel, c'est pas eux, hein. Ah, c'est pas avec un salaire d'ouvrier qu'on se paye une salle à ce prix-là, hein. Le nom de cette salle, l'usine, c'est juste obscène. Ou alors, les patrons qui se font fouetter dans les soirées BDSM, ils sont sûrement nostalgiques de l'esclavagisme, alors. Moi, quand j'écoute du jazz, c'est pas parce que je suis nostalgique de la ségrégation, hein. Bon, je le précise, voilà, je le précise. Anne, va parler à mes potes qui font les 3-8 et qui se bousillent les poumons dans le désamiantage. Et dis-leur, ah là là, vous devez être nostalgique de... Peu importe ce que tu vas dire derrière, tu vas voir si on peut pas faire bouffer de l'amiante. Son interprétation, c'est la même que les profs de français qui faisaient dire à des auteurs d'il y a 120 ans des phrases qu'ils ont jamais pensées. Tu sais, quand t'avais cours, ils disaient, alors, quand l'auteur écrit « J'ouvre les volets de ma chambre », ce qu'il veut dire, c'est qu'il fait la lumière sur la vérité. Qu'il ouvre un accès au monde, à la connaissance. Il ouvre les volets comme il s'ouvre lui-même. Sans défense, et pourtant, plein de défiance envers son père qui ne l'a pas reconnu. Oui, c'est ça que voulait dire oui en ouvrant les volets. Et toi, t'es là... Peut-être il ouvrait les volets parce qu'il faisait noir dans la pièce, non? Il voulait aérer, je sais pas. Bref, continue Anne sur ton parallèle entre le sport et le travail. C'est que quand vous préparez un marathon, vous commencez, faites 10 minutes, vous êtes à moitié mort et vous progressez très facilement. Et si vous tenez vraiment vos 3 entraînements, vous terminez votre marathon. À moins d'avoir un problème de santé, tout le monde le fait. Ouais. Mais si, tout le monde le fait. Là, je sens qu'une nouvelle analyse pointe son nez. Il y a une promesse très forte de résultats et peut-être qu'en effet, le monde professionnel est plus aléatoire. Voilà. Elle dit peut-être que le monde professionnel est plus aléatoire, parce qu'elle n'est pas sûre. Eh ben, je vais te clarifier le sujet, Anne de Guigné. Bien sûr que le sport, c'est mieux que le travail. Parce que contrairement au taf, si t'es régulier, tu évolues. Ouais. Dans le sport, si tu vas t'entraîner tous les jours, c'est pas le fils du patron qui va être musclé à la fin. Tu vois, le sport, c'est un moment qui est que pour toi. Et les gens en font parce que ça leur fait du bien. Par exemple, quand il y a une connasse au bureau qui dit de la merde, mais que grâce à ça, on la prend au sérieux et qu'elle gagne beaucoup plus qu'un métier essentiel, bah pousser à la salle, ça permet d'évacuer la tension qui pourrait finir dans son visage. Quand j'étais ado, je me disais, le Figaro, c'est un truc sérieux, quoi. Ceux qui lisent ça, c'est des intellos. C'est des gens cultivés avec un raisonnement complexe. Au final, si t'as bossé une fois dans ta vie, t'as une meilleure analyse sociologique que toute leur rédac. Mais bon, maintenant, on va plutôt écouter une experte en sociologie frontale avec notre prochaine chronique. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Richard Sabac, ou plutôt Alice Cordier, s'il vous plaît. La riposte.
Je ne vous aime pas beaucoup. Bonjour Hakim. Vous devez vous demander ce que je viens faire ici. Ouais. Eh ben, je viens pour faire front. Vous confrontez en tête à tête. Ouais. Oui, vous avez beaucoup critiqué Némésis, donc je suis la tête pensante. Et alors là, j'apprécie pas du tout. Ouais. En fait, on est en démocratie où c'est quoi? C'est les Arabes, c'est chez vous les youyou. Autant vous dire que j'ai vécu ce que vous avez dit comme un affront. Ah bon? Alors j'ai décidé de venir, sur un coup de tête. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous rigolez, je parle sérieusement, mince. Parce que ce n'est plus possible, Hakim. 105% des violeurs en France sont des immigrés. Et vous êtes là à les défendre. Non, non, ils sont gentils. Ils ne sont pas que des Noirs et des Arabes. Ils ont un cœur. Libérez la Palestine. Il est méchant, le maréchal Pétain. Non. Ils viennent pour nous voler notre travail et en plus, ils se permettent de voler le viol de nos agresseurs sexuels. Comme Michel Fourniret, Émile Louis, Christophe Rugia ou Patrick Bruel. Mais laissez-les, quoi. C'est un très bon argument. 105% des violeurs sont des immigrés. 105, ouais, il y a un problème sur le pourcentage, là, non? Alors, n'essayez pas de rentrer dans ma tête. Ce n'est pas un hall de gare, contrairement à ce qu'on dit sur Internet. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis là. La gauchiasse, là, sur Internet, les antifascistes qui m'envoient plein de messages qui s'en prennent à mon physique, c'est pas OK. Ah non, non. Bon, moi, je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'on dit sur vous? Ah, vous voulez savoir ce qu'on dit sur moi? Bah oui. Ah bah alors accrochez-vous, parce que là, je pourrais porter plainte. Hein. Ouais. Je suis vraiment à deux doigts. Alors, premier message. Ce qu'on m'a dit, que je n'ai pas vraiment compris. Entre tes sourcils et tes cheveux, il y a la carrière de Michel Drucker. Ah bah ça vous fait rire. Ah oui. Alors là... de gauche. Ah non, excusez-moi, c'est pas... Faut accepter les gens comme ils sont. On m'a dit, ta tête, elle est tellement longue que quand tu dors à Lille, ton front, il est dans le quartier rouge d'Amsterdam. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Que mon front est une pute, c'est ça? Respectez les femmes. On m'a dit, ton cerveau, il est tellement grand, il mesure 2,24 m. Il est pivot à la NBA. Vous imaginez ça? On m'a dit, si t'étais Zidane en 2006, Materazzi serait mort. Il aurait eu un trou dans le thorax. C'est ça qu'on m'a dit. Et ça vous fait rire. Hein. C'est pas de gauche. Mais respectez les femmes. Oui. On m'a dit, t'as tellement une grosse tête que t'enfiles ton t-shirt par les pieds. C'est grave, ça. C'est quand même... On m'a dit, t'as tellement une grosse tête que quand tu prends un Doliprane, il s'épuise à mi-chemin avant la douleur. C'est quand même grave. T'as tellement une grosse tête que quand t'es perdu dans tes pensées, même Waze peut pas t'aider à t'en sortir. Et ça vous fait rire? Non, 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 ça nous fait pas rire. Alors ça, j'ai pas apprécié. On m'a dit, c'est pas une boîte crânienne, c'est une boîte de nuit. Il y a un physio à la porte qui empêche de passer les Noirs, les Arabes et les points de QI. On dit ça parce que je suis une femme. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris non plus. On m'a dit son animal totem, c'est le beluga. Parce que j'ai une tête de beluga, moi. Je suis un beluga. Faut répondre ou pas? Ah non, pas du tout, vous embêtez pas. Hein. Alors là, après, bon, on voit qu'ils sont très créatifs, les gauchistes. Bah, vous êtes au chômage, alors... On m'a dit, le jour de ta naissance, ton front, il est né 3 semaines avant tes pieds. Bah, c'est pas possible, en fait. Vous êtes très nuls en biologie, hein. Comme quoi, mon front, il aurait 3 ans de plus que moi. Bah, c'est pas possible. Alors, ce qui m'a blessé... Et là, je trouve que c'est un peu... Alors là, je vous préviens. Si vous rigolez, je pars. Vous n'avez pas le droit de rire. Parce que ça, c'est blessant, c'est misogyne, sexiste et raciste anti-blanc, ce que j'ai entendu. On m'a dit qu'à la fin d'un 69, mon front, il pue des pieds. Je vais m'en... Alors, bon, apparemment, ça fait rire tout le monde. Je préfère partir là, en fait. Et je partirai la tête haute, hein.
Arrêtez de rigoler. Contrairement à vous, là, Hakim, croyez-moi bien, j'ai la tête sur les épaules. Et croyez-moi, j'ai les trapèzes bien musclés. Parce que là, entre le Front Populaire, le Front National, je sais plus où donner de la tête. Hein. Je retourne sur Frontière. Allez, vive la France. La France. Vous êtes vraiment des bâtards. C'est pas ok ce que vous venez de faire là. Bon, bah... Elle m'a intimidé. Bon. Retrouvez donc Richard Sabac, parce que c'était Richard en fait. Richard Sabac sur ses réseaux sociaux, parce que monsieur est complet en spectacle. Et yes! Richard, il est complet. Je vais le redire parce qu'il est vraiment content. Richard, il est complet. Allez, cette semaine, on a appris en couverture de Marianne, le magazine, que François Hollande se prépare. À quoi, on ne sait pas. On ne sait pas, mais sur la photo, il remet ses lunettes comme ça. Donc peut-être il est prêt à sortir. En tout cas, il se prépare pas au prochain marathon, ça c'est sûr et certain. J'ai vu le visuel de la couverture et je me suis dit, il y a des gens qui ont réfléchi à ça et ils l'ont validé. Il y a eu des réunions et un shooting photo, et ce qui en ressort, c'est François Hollande se prépare. Oui, bah il se prépare à faire perdre le PS, j'ai l'impression. Apparemment, il aurait de grandes idées pour 2027. Ah mince! Putain, c'est trop dommage qu'il les ait pas eues quand il était président, en fait. Pendant 5 ans. Mais bon, tu sais quoi, François? On va te laisser le bénéfice du doute. Quelles sont tes grandes idées? On t'écoute, car il y a aussi une vidéo qui accompagne l'interview de Marianne. Vidéo qu'ils ont appelée sobrement François Hollande, la grande interview. Je suis allé sur YouTube, le score de la vidéo, 926 vues. Et il y a clairement un emballement médiatique. Eh bien, c'est un événement. Donc, montre-nous que tu es de gauche, François. T'as quoi comme grandes idées? Il y a une expression que je comprends pas, qui est la gauche non mélenchoniste. C'est Mélenchon qui est pas la gauche telle qu'on l'a portée pendant des années. Bah arrêtez, mais il a raison. Mélenchon, c'est pas la gauche telle que les socialistes l'ont portée. Bah oui, la loi travail, le CICE, la signature de la loi Yadan, la non-censure du gouvernement Bayrou. Bah c'est vrai que c'est pas Mélenchon. Hollande, c'est vraiment un frère de dédouaner Mélenchon sur ça. Hein. Par contre, François, tu feras gaffe, soutenir Macron, les lois qui favorisent les riches, la loi Yadan, le tout en faisant croire qu'on est proche du peuple. J'ai l'impression que ceux qui sont la gauche telle que vous l'avez portée, bah c'est la droite. Ouais. Mais bon, arrêtons de parler de Mélenchon. Quelles sont tes grandes idées, François? Les limites de Mélenchon, c'est qu'il s'est mis dans une telle position qu'il ne peut pas rassembler la gauche. François, tu nous avais dit que tu avais de grandes idées pour 2027. Tu nous aurais pas encore menti. Quand même. Oui, si tu veux, Mélenchon, c'est pas la gauche. Il peut pas rassembler. Et tu sais quoi, Mélenchon? Il a une petite bite. Voilà. Mélenchon, il est antisémite et il mange des enfants. C'est bon? Maintenant, donne-nous une idée, même pas grande, une idée nounette. Tout le monde sait que Mélenchon ne sera pas président de la République l'année prochaine. Lui-même le sait. François, concentre-toi en fait. T'as dit je me prépare, j'ai des grandes idées. Tu sais ce que pense Mélenchon? T'es dans sa tête? Nous on veut savoir ce qu'il y a dans la tienne. Qu'est-ce que tu penses toi? Donc, je lâcherai pas l'affaire tant qu'on n'aura pas une idée à toi, une seule, François. Et tu sais quoi? Même pas une idée, juste une phrase. Une phrase sans Mélenchon, ok? On n'est pas gourmand, une phrase, vas-y. Lui-même le sait. Tout le monde sait que face au Rassemblement National au deuxième tour, il est battu. Bah le salaud. Bah il a pas dit Mélenchon. Eh, il est malin. Il lui a fait une déchéance de présidentialité. C'est comme la déchéance de nationalité qu'il voulait faire passer avec les présidentielles, là, quoi. Tiens, d'ailleurs, la déchéance de nationalité, pour le coup, ça, c'est une idée à toi, François. C'est pas une idée de gauche, mais c'est à toi.
Bon, d'après François, tout le monde sait que Mélenchon sera battu au 2e tour, même Mélenchon. Mais ce que tout le monde se demande, du coup, c'est qui peut gagner. Est-ce que François, t'as une idée? Le premier devoir des socialistes, c'est d'être conscients qu'ils sont la force principale. Ben, riez pas. C'est sûrement un quiproquo, là, hein. Il a dit la force principale, mais il a pas dit de quoi. Si c'est la force principale de la collusion avec la Macronie, oui. La force principale de soumission à la droite, oui. La force principale en développé couché, non. François, le PS, a fait 1,9% au présidentiel. 1,9. Normalement, avec un score comme ça, t'as même pas le droit d'être délégué de classe. Vous êtes plus la force principale, vous êtes même plus la force tout court. Vous êtes un boulet, vous êtes des boulistes en fait. C'est ça le PS. Tout le Parti Socialiste, il rentre en entier dans une Dacia, François. Pourquoi tous les gens qui se disent de gauche, la seule chose qu'ils savent faire, c'est tailler la gauche? C'est fou quand même. Bon, François, t'as pas réussi à proposer une bonne idée, mais c'est pas grave. Allons sur RMC voir comment ton grand retour est accueilli. Écoutons comment Flora Gebali, qui est présentée comme entrepreneur dans la transition écologique, parle de toi. Moi, François Hollande, c'est mon rêve qu'il revienne. Son rêve? Flora, elle, c'est la preuve que l'adage « le malheur des uns fait le bonheur des autres » est réel. Après, son bonheur à elle, il est aux dépens de 70 millions de Français. Ça fait chier un peu quand même. Flora, c'est comme les sociétés d'armement qui font la gueule quand on est en temps de paix. Le mec a fini son mandat avec 4% d'opinion favorable. 4%. La marge d'erreur des sondages, c'est 4%. La marge d'erreur, elle était plus populaire que lui. Même son chien, il refusait de s'asseoir à côté de lui pour les photos officielles. Comment ça peut être ton rêve, Flora? Qu'est-ce qui te faisait rêver chez François? À l'époque, on avait une diplomatie qui fonctionnait très bien. On avait un chef de guerre qui prenait les bonnes décisions. Et on avait un chef d'État qui tenait la nation. Un chef de guerre. Apparemment, on savait pas, mais François Hollande, c'était Gengis Khan. Ouais, on l'appelait le barbare de Corrèze. L'homme qui a fait trembler les dictatures du monde sur son fidèle destrier Piaggio. 50 cm3. Elle a vécu dans une réalité parallèle, Flora, j'ai l'impression, non? Le mec ressemblait à un inspecteur des impôts en dépression. Son plus grand fait d'arme tactique, ça a été de mettre un casque et un scooter pour aller soulever une actrice en scred rue du Cirque. C'est ça ton chef de guerre, Flora? Un élément qui le prouve, c'est qu'on parlait de chômage toute la journée à l'époque de François Hollande. François Hollande a livré une France où il a inversé la courbe du chômage. On n'a plus jamais parlé de chômage depuis, et ça, vous pourrez pas le contester. Ouais. Plus jamais on en a parlé depuis. Il a réglé... Mais vous avez jamais vu les infos? Sous François Hollande, plus aucun chômiste. Durant le mandat de François Hollande, le guerrier à la lourde arbalète, pendant 5 ans, la France était un paradis. Aucune manif, rien. C'est pour ça qu'on appelle sa présidence les 5 glorieuses. Les 5 sublimes. À l'international, il dit ça, les 5 sublimes. C'était fou, il y avait plus de misère. Plus de SDF, des salaires de ouf, des hôpitaux qui ouvraient. Ouais, des écoles qui disaient « Non mais attendez, il y a trop de moyens, on gère 5 élèves par classe, c'est n'importe quoi ». C'est exactement pour ça qu'il n'a pas pu se représenter, François. Les gens, ils ont dit « Non mais, faut que tu partes au top, tu feras pas mieux en fait ». Mais pourquoi Flora, l'entrepreneur, nous parle comme ça de Hollande? J'ai été chercher, elle a été l'ancienne attachée de presse de l'Élysée sous François Hollande. Ah! Bah c'était pas écrit sur le bandeau quand elle a été présentée, ça. Ah, c'est bizarre. Il y a pas à dire, hein. Les médias, c'est vraiment les meilleurs pour nous informer. Hein. Et la meilleure pour nous faire rire, c'est notre prochaine chroniqueuse. Faites-moi un maximum de bruit pour Marie Desrolles, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Hey, salut la riposte. Ça va? Hakim, ça va? Ça va et toi? Bah je sais que toi ça va. Ah bon? Bah t'es content hein, puisque la loi Yadan n'est pas passée. Ah oui c'est vrai. Ouais. Et heureusement pour nous parce que sinon la riposte ça serait devenu 1 heure de mime.
Et même en mime, même en mime, toi, t'aurais été foutu. Parce que vraiment, il se serait amusé, tu sais, à faire le mec derrière la vitre, là, celui qui fait. Et à un moment, t'aurais fait ça. Il y a Dan, on aurait fait, mais le mime, il est en train de faire un salut nazi, là. Toi, t'aurais été dans la merde. La vitre, elle était loin aussi. C'est pour ça. Je cherchais dans le noir à avancer. Et à un moment, ça a fini comme ça. Bon, bref, vas-y, je te coupe pas. Et sinon, vous vous rappelez de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête? Ouais. Ouais, tu sais, quand il était excité par une gamine qui faisait du cheval, là. Il avait dit que le montage était trafiqué. Oui. Et il avait même porté plainte contre l'émission, hein, vous vous rappelez? Ouais. Bah, vous savez quoi? Il a abandonné les poursuites, dis donc. Ah bah, comme dirait le mentor d'Hakim... Oh, comme c'est bizarre. On est très proches. Non, mais on est d'accord quand même que ça sent un peu l'aveu de culpabilité, non? Non. On est d'accord. Quel innocent ne voudrait pas laver son honneur? Je vous jure, moi, il m'arrive un truc comme ça. Ah, c'est procès, appel, rappel, descente en rappel, cassation, casse tout, je vais au bout du bout, jusqu'à ce qu'on dise non. Elle a pas parlé du clito d'une gamine de 12 ans. Jamais. Et Gérard, en plus, en 2025, il a déjà eu 2 condamnations pour viol. Ah ouais? Et le mec a eu la Légion d'honneur, quand même. D'honneur de sperme, ouais. T'aimes beaucoup trop ta blague, en fait. Je te jure, on savait pas où la placer. Mais je dis, je la veux. Bon, sinon, puisqu'on est dans le Star System, Patrick Bruel. Patrick, là, c'est quand même 20 témoignages et 5 plaintes pour viol et agression sexuelle, là. Hein. Si ça se trouve, c'est pour Bruel que Patrick Sébastien, il a écrit ça. Fais-nous voir ta truelle, Bruel. Non. Ouais. Il y a de l'écriture, hein. Non, mais faut pas oublier que Patoche, il a des enquêtes quand même en France et en Belgique. Ouais. Et j'espère vraiment que c'est faux, parce qu'il faut savoir qu'avant lui, le seul Français à avoir fait des victimes et en France et en Belgique, c'est Michel Fourniret. Alors attention, non, je compare pas Patrick Bruel à Michel Fourniret. Bah non, non, Michel Fourniret chantait sûrement moins bien. Faudrait voir, hein. Non, moi j'arrête parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence, on va pas se faire trop de problèmes, c'est important. Et puis si ça se trouve, je me trompe, hein. Michel Fourniret chantait peut-être mieux. Je sais pas. Bon, sinon, il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, quand même. Christophe Ruggia. Ouais, on est d'accord. Le réalisateur qui a agressé Adèle Haenel quand elle avait 12 ans, bah là, il vient d'être condamné en appel à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Allez. Yeah. Alors, moi aussi, au début, j'ai applaudi. Je me suis dit, ah, c'est cool, il va faire 2 ans ferme, mais sous bracelet. Ouais, le mec, il va pas faire 1 seconde de prison, quoi. Quand Sarkozy, il a dû dégoûter en voyant la condamnation. Tu sais, il a dû se dire, bah, si j'avais su, j'aurais pas détourné de l'argent, mais des mineurs. Bon, Hakim, je vais te laisser. Ah bon? Merci quand même de m'avoir laissé vider mon sac. Hein, et vous aurez pu remarquer que moi, contrairement à Rima Hassan, dans mon sac, c'est pas du CBD. Merci de m'avoir écouté. Non, mais elle plaisante, hein. Non, elle prend pas de drogue, hein. Non, mais venez pas. Donc, ouais, déjà assez d'emmerde. Bon, retrouvez Marie Desrolles en tournée. Toutes les dates sont sur ses réseaux. Marie Desrolles, ok. En plus, elle avait des sujets légers, donc c'était vraiment bien. Vous voulez l'illustration parfaite du dicton « Quand le bateau coule, les rats quittent le navire » ? Ouais, bah faut le dire, parce que de toute façon, sinon il n'y a pas d'émission. Donc, allez, on écoute Bruno Retailleau chez CNews. Pardon, chez France Info. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, ils sont tellement proches.
Ça, c'est sur France Info, pardon. Et Viktor Orban reconnaît une défaite douloureuse. Vous restez sur CNews. Merci Paul, merci Nat. Ouais, si même les gens qui bossent sur France Info et qui présentent des émissions le disent, j'y peux rien, moi. Bref, écoutons la retaillance. Les Français l'ont dit à la fin de l'année dernière. 9 Français sur 10 trouvent que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est une catastrophe, c'est un échec. Ça démarre très fort. Maîtrise totale du point de patinage. Là, on a affaire à un pilote professionnel sur l'autoroute du foutage de gueule. Hein. Autoroute que Vinci et FH veulent racheter, évidemment. 9 Français sur 10 trouvent que le bilan de Macron est une cata. Le gars a été ministre 2 fois. Mais il balance ça comme s'il était chez LFI à ce moment-là, lui. Ça va pas passer, Bruno, rétrograde. Or, ces partis-là, ces représentants... Non, moi, j'ai pas été ministre. Ah bah si, vous avez été ministre des Oui, j'étais un ministre de droite dans un gouvernement de cohabitation. Le gars, il a quand même tenté de dire qu'il a pas été ministre. Ah là, c'est un dérapage en côte en 3e, Bruno, là. Tu peux... Non, mais tu peux tenter de nous prendre pour des cons, mais il y a des limites, quoi. Si tu veux nous faire manger de la merde, faut l'enrober un peu de chocolat, quoi. Là, tu vas tromper personne. Lui, c'est l'exemple typique de tout ce pourquoi on fait la riposte. Il ment sans trembler. J'ai pas été ministre. Si. Ok, j'ai été ministre. Mais ça compte pas. À ce niveau de mensonge, c'est une maladie grave, en vrai. Hein. C'est vraiment le gars qui nous pisse dessus et qui nous dit « Bah, il pleut, là !» T'es dit « Mais je vois ta sgigoulette, là !» Ok, je te pisse dessus, c'est vrai, je te pisse. Ça fait plaisir que tu l'aies remarqué. Après, s'il mitonne, c'est peut-être parce qu'il est en face du journaliste Gilles Borstein. Voilà. C'est comme au foot, si le goal il est éclaté, tu tentes des panenka pour le style. T'essaies de te faire plaisir, c'est normal. J'étais un ministre de droite dans un gouvernement de cohabitation. Je n'ai endossé aucun des résultats. Voilà. T'as pas endossé les résultats, mais t'as endossé les salaires quand même, Bruno. Ouais, t'as endossé le réseau, la médiatisation, les avantages, les points retraite ministériels. Ça, par contre, tu les as bien endossés, mon retaillot. Bruno, c'est le mec qui participe à un braquage de banque et qui dit au juge « Bah, j'étais juste le chauffeur, votre honneur. Je suis jamais rentré dans la banque, moi. Bah, j'ai pas endossé la complicité de ces gens. Je veux dire, votre honneur, moi, je suis contre le vol. Je suis contre la violence. Je suis contre l'immigration. Je suis contre Uno. À la limite, j'accepte l'amende pour stationnement gênant devant la banque avant la course-poursuite, si vous voulez. Bruno, on dirait un cycliste qui reçoit un bilan sanguin pendant le Tour de France. Tu sais, il est là. EPO. Testostérone. Samplon 95. C'est une prise de sang, ça? Bah, j'endosse pas le résultat de cette prise de sang. Hein. Je veux bien endosser le maillot jaune, par contre, si vous voulez. Son bilan, c'est des paroles et des discours. Il le dit lui-même. 40 ans de politique de droite au ministère de l'Intérieur, aucun résultat. Toujours de l'insécurité, des accidents, des bavures policières, parler de la laïcité, des bavures policières, de la délinquance, des bavures policières. Ajouter des radars partout, des bavures policières. Recruter des flics à 7 sur 20, des bavures policières. Ah bah il doit y avoir un lien entre les deux derniers là peut-être. Allez, continue mon Bruno, enfonce-toi encore, il te reste de l'air pour respirer. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est 9 Français sur 10 qui trouvent que M. Macron, son résultat, c'est l'échec. Le jour où ils commenceront à s'intéresser à la présidentielle, ils demanderont des comptes. Et à ces gens, je veux leur dire, pardon, j'ai été nul, je retourne bosser au Puy du Fou. Moi, c'est ce que j'aurais dit si j'étais Bruno. Mais il a dit quoi? Et moi, je ne suis pas dans ce cercle macroniste. Ah, les excuses d'un enfant de CE2, quoi. Il s'est fait gauler en flag et il a... Mais c'est pas moi, monsieur, c'est Kader. Regardez, sa tête. Ça se voit, moi je m'appelle Bruno, quand même. Vous voyez bien qu'on n'a rien à voir. En quoi mon projet est-il différent? Moi, je veux le régalien. Je veux moins d'immigration. Je veux plus de fermeté en matière de justice. Ah putain, le même message sur le répondeur depuis 40 ans, quoi. Putain, c'est même pas un projet, ça. T'étais aux manettes et tu puais la merde.
Tu veux de la fermeté, t'es même pas capable de virer un mec de ton parti qui menace de mort une journaliste. Ça, c'est de l'insécurité, de la délinquance et un manque de justice. J'estime que nous ne sommes plus dans une démocratie. Je veux redonner la parole au peuple. On n'est plus dans une démocratie. Oui. Ah d'accord. Donc d'un coup, ça devient Bruno de Chavez. Bruno de Chavez de Vendée, exactement. Viva la révolution! Pouvoir au peuple! Théo, fous-moi un son révolutionnaire cubain sur le discours de ce foutu communiste qui est Bruno Retallados. J'estime que nous ne sommes plus dans une démocratie. Je veux redonner la parole au peuple. On n'est plus dans une démocratie. Oui, je pense que c'est aux gens de décider, par exemple, d'une politique pénale, d'une politique migratoire. Coupe-moi cette merde. Ah, il aura tout tenté, hein. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Ouais, faut avoir la référence. Bon. Allez, nouveau sujet. On va rester encore un peu sur CNews. Pardon. Sur France Info. Sur le service public payé par nos impôts. Ils ont invité Simon Mousse. Ou Moss, je sais pas comment ça se dit. Me faites pas chier avec les noms. Donc, je vais l'appeler Simon Mousse. Sioniste d'extrême droite présenté comme militant pro-israélien. L'euphémisme est de circonstance. Le gars est modéré en vrai. Par exemple, il avait écrit « Yoav Gallant, l'ex-ministre de la Défense, a eu tort de parler d'animaux humains au sujet des ennemis d'Israël à Gaza. Animaux suffisaient. » Oui, j'ai marqué une pause parce qu'il sautait à la ligne, c'est pour ça. Ben, il y avait un saut de ligne, donc j'ai cru qu'il était modéré. Bon. Donc Simon, il est invité, normal, sur le plateau de France Info pour nous faire une analyse fine des attaques indistinguées d'Israël au Liban. Et comme c'est un expert, il nous fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Mais je rappelle quand même que quand les Américains sont arrivés à Omaha Beach et en Normandie, personne n'a parlé de la souveraineté française. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de souveraineté française. Donc là, dans son exemple, à la merde, Israël, c'est les Américains et les nazis, ils sont au Liban. Ça, il a le droit de le dire en mode info, sans blague. Mais quand, dans l'autre sens, l'humoriste Guillaume Meurice a dit en plaisantant que Netanyahou, c'est une sorte de nazi, ça non, hein. Bon, après... Non, mais faut pas dire ça. Pourquoi... Non, mais bon, faut pas. Bon, pourquoi je vous parle de ça ? On s'en fout de son analyse de merde à Simon Mousse, là. Le problème dans cette séquence, c'est que France Info invite un sioniste d'extrême droite qui se réjouit de la mort d'enfants. Car oui, Simon Mousse, là, il est fier que des innocents meurent. On écoute. Est-ce que vous condamnez le gouvernement israélien qui fait bombarder et qui bombarde des maisons dans lesquelles il y a des civils palestiniens? Est-ce que oui ou non vous condamnez ou est-ce que vous tournez autour du pot? Je tourne pas autour du pot, je le soutiens et j'en suis très fier. Voilà, ben la discussion est close. Ok, donc je vais faire une blague, mais juste toute la rédaction de France Info, tous les gens qui ont permis à ce mec de venir s'exprimer en plateau pour parler d'information. Du mec qui lui a filé un badge à l'entrée en passant par la maquilleuse, allez tous vous faire cuire le cul. Donner la parole à ce mec, c'est une honte. Imaginez le scandale absolu et légitime de tous les médias si on avait invité un mec qui disait « Moi, le 7 octobre, bah, je le défends et j'en suis fier ». Imaginez que ce massacre de 1200 personnes civiles, innocentes, rende des gens fiers. Non, vous n'y arrivez pas, parce que c'est impossible et c'est tant mieux. Par contre, que ce fond de raclure de chiottes, comme on dit dans le milieu de la plomberie. Non mais c'est pas une insulte, c'est une expression de plombier, faut la connaître. Ça veut dire que le toilette il fonctionne bien et que les gens ils ont un bon transit, donc c'est positif. Bref. Bon bah lui, il peut soutenir le massacre de plus de 100 000 Palestiniens minimum, dont 80% sont des femmes et des enfants. Il peut dire qu'il en est fier, et ça lui permet d'être invité sur notre service public. On lui a peut-être même payé son Uber pour y aller. Bon maintenant, vous voyez cette colère que vous ressentez là. Voilà, bah là, faut qu'elle devienne un moteur pour se mobiliser les gens. On a beaucoup de monde à dégager. Mais
Avant de dégager du monde, on va faire un max de bordel pour le dernier chroniqueur, le plus vietnamien de toutes les émissions de la radio française, quand même. Parce que c'est le seul. Faites un maximum de bruit pour Hugo Levin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je vous le dis là, la chronique que j'ai écrite aujourd'hui, j'ai énormément de doutes parce que je l'ai écrite aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est que là, quand il fait beau, j'arrive plus à écrire. J'ai juste envie de m'enculer la gueule au bar. Voilà, c'est ça. J'ai un alcoolisme saisonnier. C'est ça. Je bois que l'été, printemps, automne, hiver. Non mais attention, je ne bois que les jours où je travaille pas le lendemain. Hein. Donc je suis pas alcoolique. Je suis juste au chômage. Ouh là là, c'est rassurant. En plus, là, j'ai déménagé à Belleville. C'est le meilleur quartier pour boire. Ouais, j'adore Belleville. Parce que moi, je voulais un quartier où il n'y a pas que des blancs. Parce que sinon, ils se ressemblent tous, quoi. Les quartiers, hein. Et les blancs. On a envie de dire. Ouais, qu'est-ce que vous allez dire? Que je fais du racisme anti-blanc, hein? C'est comme la meuf de Bardella. On n'y croit pas, hein? Le mec, il est contre le droit du sol, il baise une étrangère. Bah alors, pas nous. Bardella, tu es gay. Et c'est OK. C'est vrai, j'aime bien Belleville parce que le reste de Paris, c'est devenu une zone de non-droit. Que des blancs, croque-top, matcha, bandana. Qu'est-ce que tu fais en bandana, Gaëtan? On est en France, pas au Mexique. Ce n'est pas en adéquation avec les valeurs de la République. Et tu me retires ces sandales, on est en avril, Jules César, OK? C'est un calvaire. Je vais vous le dire, hein. Je vais vous le dire. Une dinguerie, là. Le grand remplacement existe. Et oui, on est grand remplacé par les bobos. C'est eux qui nous grand remplacent. Toutes les petites boutiques historiques qui donnaient une âme à chaque quartier de Paris, quand ils s'arrêtent, ils sont remplacés par des boutiques concept éphémères. Ceux qui connaissent pas, les boutiques concept éphémères, c'est les endroits où les bourges, les rêves des bourges d'écoles de commerce naissent et meurent un mois après. Et ouais. Parce que leur phrase, c'est l'offre et la demande. Du coup, j'ai trouvé un truc où il y a zéro offre. Je vais ouvrir ma boutique de chaussettes cactus. Et s'il n'y a pas d'offre, c'est parce qu'il n'y a pas de demande, Gaëtan. On s'en bat les couilles de tes chaussettes cactus. Personne n'en veut, à part le roi Borgne. Arrête tes conneries. Oh là là. À 30 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir un nouveau concept. Si t'as eu l'idée d'ouvrir un nouveau concept tout seul, c'est peut-être parce que c'est une idée de merde, Gaëtan. J'en ai ras le cul. Oh là. L'autre jour, je suis en date avec une meuf. Elle me dit, Hugo, viens, on va au bar à cordon bleu. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je suis une grande salope qui aime prendre des doigts dans le cul si je vais au bar à cordon bleu. Donc, j'ai pris celui au Cantal et... ça vaut pas le prix, hein. Après, on allait au coffee shop. Je me dégoûte, coffee shop. Oh là là, t'arrives. Toujours, ils choisissent les boutiques les plus petites. Les gens, ils sont assis sur le trottoir. On est au Cambodge ou quoi, là? Et tu dis, ils sont où les toilettes? Il n'y a pas de toilettes. Mais s'il y a bien un truc qui donne envie de chier, c'est le café, espèce de fou. Maintenant, ils vont ouvrir des boîtes techno sans eau. Bah alors, c'est pas l'esprit. Hein. Moi, j'adore les rendre fous, les baristas. J'arrive, je dis, je vous prends un café. Et là, ils sont là. Alors, lequel? Parce qu'on n'est pas au PMU ici. Je suis barista, OK? On fait des cafés d'exception. Écoute-moi bien, Gaëtan. Tu es au SMIC. Tu n'es pas sommelier. Tu vends du jus de graines cuites. Tu me sers un café, tu casses pas les couilles. Toujours on fait semblant de kiffer. Oh non, c'est le meilleur café que j'ai jamais bu, alors que c'est acide sa mère. Et ils te disent non, mais c'est le temps que votre palais s'adapte au café d'exception. Écoute-moi, Gaëtan. 7 € le café, c'est toi tu vas t'adapter à mon palais, fils de druide. Oh là là. Ah, ça me vénère, oh. Mais moi, en vrai, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des boutiques à concept qui existent. Mon problème, c'est que ça remplace des trucs auxquels on a vraiment besoin. Tu vois ou pas? Et du coup, il y a de moins en moins de commerces où on a besoin. Donc, je vous ai dit, je me suis enculé la gueule, frère. Au montage, vous allez sous-titrer, hein. J'ai vu ton texte défiler dans tes yeux. J'arrive pas à lire le prompt parce que en plus, c'est le mien, celui-là. Foncé. Ah oui, c'est le tien. Ah ouais.
Putain. Bande de... La première fois que vous m'applaudissez, c'est quand je me foire, bande de chiens. Ça va aller faire des chroniques à France Inter si c'est comme ça. Ça fait 1 an d'émission, tu découvres ton prompteur. C'est honteux. Depuis 1 an, il me dit bah je le lis pas le prompteur. Je dis bah oui, c'est pas le tien. Ah le gogol. Ah ouais. Alors, comment rentrer dans le texte et faire genre que c'est naturel maintenant? Si on réfléchit bien, en vrai, si on réfléchit bien, aujourd'hui, si tu regardes bien, qui sont ceux qui font perdurer les commerces qu'on a vraiment besoin, genre les boulangeries, boucheries, bars tabac? Les Arabes et les Asiates. Ceux qu'on accuse de grands remplacés. Alors que les autres blancs, ils font des cafés V8, V12 à 12,50 €. Niquez-vous, en fait. Donc après ce date, moi je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon canapé, je me suis fait une petite tisane au CBD en écoutant un podcast, je suis regardé dans le miroir, j'avais un bandana et des sandales. En fait c'est moi Gaëtan. Je suis gentrifieur. Oh je me dégoûte gros. Ouais, parce que nous les humoristes toujours on vanne les bobos, mais c'est nous les bobos. Si tu réfléchis bien, un bobo, c'est un gaucho de classe moyenne qui boit du matcha en face d'un SDF qui fait la manche en se disant oh, « C'est magnifique cette mixité sociale. » Je me dégoûte, frère. Je me dégoûte. Quand je suis arrivé à Paris, je me disais « Mais je les nique les bobos parisiens qui nous appellent les provinciaux. Ils nous prennent de haut, genre on est des débiles. » Là, il y a un mois, je suis rentré dans ma province. J'étais là « Ah ouais, mais c'est tous des débiles en fait. » Ils savent pas ce que c'est un ice latte matcha. Boomer. Je me dégoûte, je vous jure. En vrai, qu'est-ce qu'on peut faire contre la gentrification? Pas grand-chose, parce qu'on peut pas empêcher les gens de s'installer là où ils veulent. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est soutenir les vrais commerces dont on a vraiment besoin et arrêter d'aller dans ces bars à céréales, bars à cordon bleu à la merde et les coffee shops à la merde. À part les vrais coffee shops, ceux qui vendent de la weed. Passez une très bonne soirée et venez me voir à la Cigale. Il reste très peu de place. Passez une très bonne soirée, les bobos. Je sais pas si je dois dire bravo Hugo là après. Découvre son prompteur. Il a écrit CBD en gros depuis le début là. Bon, retrouvez quand même Hugo à la Cigale. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place. C'est ce qu'il m'a dit de dire, j'en sais rien. Hugo Levent sur ses réseaux sociaux. Vous tapez Hugo Levent, V-A-N, vous allez le trouver. Au moins si vous n'allez pas voir son spectacle, soutenez-le sur ses réseaux. Ok. Et je peux enchaîner sur le dernier sujet. France Télé a sorti un doc qui s'appelle RN72, la conquête de l'Ouest. Nom magnifique pour des gens qui se tirent des balles dans le pied, je trouve. RN, c'est le parti, hein. Ok, non, je sais pas, vous me regardez bizarrement. Donc, écoutez le député Philippe Olivier former les adhérents RN. Vous demandez aux gens quelles sont les mesures de Marine Le Pen, ils ont un peu de mal à dire exactement quel est le projet, ils voient plutôt une impression. C'est une émotion. Le RN, c'est une marque. Le Pen, c'est une marque. Voilà. C'est une émotion, le RN. Après, on sait pas si l'émotion, c'est la peur ou la haine, mais bon. Peut-être que les gens, ils ont du mal à dire quel est le projet, parce que en dehors du racisme et de la xénophobie, il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, ça m'inquiéterait, mais Philippe, il s'en fout, car il se dit... les gens, ils achètent juste le logo. Ouais, Philippe, il vend le parti d'extrême droite comme s'il nous vendait des Air Max. Enfin, juste les Air Max, hein, pas les gens qui les portent, parce que ça, c'est pas le projet du RN. Là, ce qui est ouf, c'est que moi, si je disais ça, on me dirait t'es condescendant. Les gens, ils votent pas pour un parti sans connaître le programme. Ils sont pas cons. Et là, le gars, de l'intérieur, il te dit fièrement, devant les caméras, les gens, ils s'en foutent de notre programme, ils veulent juste être racistes. Du coup, comment on fait notre com avec le RN? Le prix d'un tract, c'est pas le prix d'un tract, c'est le prix du tract lu. Le tract qu'on lit pas et qui va à la poubelle, il coûte extrêmement cher. 80 grammes, ça suffit. Descendez pas en dessous. Bah oui, pas besoin de faire du gros grammage. Vu qu'on n'a pas de programme. À part celui du MEDEF et de vous savez qui, parce qu'il faut pas le dire. Écrivez même sur les post-it en vrai. Il y a grave de la place pour une croix gammée, c'est pas... Bah c'est suffisant, il n'y a pas grand-chose à écrire. Faut pas faire pitié. Je vous ai expliqué que la politique, c'est de montrer une forme de puissance. Bien sûr, sortez vos couilles.
Nous, c'est la force. Nous, on n'est pas des PD, bordel. Ne faites pas non plus trop riche. Vous dites pas, ma déclaration de candidature, je vais la faire sur du papier pelliculé. Parce que l'électeur, il va se dire, à juste titre, mais qu'est-ce que c'est que ce trafic? Où est-ce qu'ils ont tout cet argent Moi, je sais, du détournement d'argent public. Il y en a pour plus de 4 millions d'euros. Et Marine, elle est condamnée. Et elle était facile, cette question-là. Il y a d'autres choses à savoir sur les tracts? Alors maintenant, on va parler des couleurs. Ah ouais. Ah, on part de si loin que ça? Alors, ça, c'est le rouge. Vous retenez, ça brille. L'idée, c'est quand même de comprendre, pour nous politiques, la symbolique des couleurs. Exactement comme il y a une symbolique des gestes. En politique, il y a les gestes. On pense tous au même geste. Le geste, quand tu donnes ton cœur à la foule. Je vais pas le faire. Le bleu, qui est plutôt la couleur à droite, c'est le calme, la confiance, l'ordre, la stabilité, etc. Les uniformes de la police sont bleus. Ça veut dire ils sont calmes. Ça veut dire on peut avoir confiance en eux, alors il faut pas avoir peur de la police. Le vert, c'est l'écologie et l'islamisme. Et c'est pas un paradoxe, parce que comme les écolos sont islamo-gauchistes, c'est un petit clin d'œil du sort. Bah oui, Tondelier, gros islamiste. Le rouge, c'est quoi? Le sang et le vin? Donc les communistes sont des vampires alcooliques? Bah c'est un raisonnement implacable, excusez-moi. On a défini le bleu, on a défini le rouge, mais notre drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. C'est quoi le blanc? Le sperme? Comme la fécondité? Et surtout, avant tout, le blanc de la peau des Français? Ben oui, parce que notre drapeau, il est pas bleu, blanc, rouge, marron, noir, un petit peu jaune, excusez-moi. Après, le jaune, si c'est du pastaga, je dis pas non. Ça, c'est la formation des adhérents du RN. Comment vous dire? Le niveau est incroyable. Il fait du Montessori, mais c'est pas par modernisme. C'est parce qu'il est en face de teubé, quoi. Le programme sur leur tract serait celui d'une machine à laver, il n'y aurait pas de différence, en fait. C'est à part les gauchos, eux, ils liraient, puis ils se diraient, bah, pourquoi on lave les Arabes à 40 degrés? Ça n'a pas de sens, ton truc-là? Bref, on finit les couleurs, c'est interminable, ce truc. Nous, on a pris, par exemple, pour la Sarthe, le jaune. C'est la joie, l'optimisme, l'énergie et la créativité. Mais grave. Ils sont en maternelle. Le noir, c'est la nuit. Le marron, c'est le caca. Ok, Stéphane, mais c'est pas le sujet, hein. T'as retenu le jaune, au moins? Oui, c'est le pipi. Mais non, Stéphane. Putain, je suis désolé, mais tu retardes tout le monde, Stéphane, hein. Non, mais tant pis, t'es puni, tu vas faire une sieste. Un temps calme, Stéphane. Je te rappelle que t'as 54 ans, Stéphane, c'est relou, hein. T'es divorcé, Stéphane. Ta femme, elle s'est barrée, Stéphane. Ta fille, elle a les cheveux bleus. La police, oui, le calme, là, ouais. Bon, bah, reviens, t'as retenu ça, déjà. Moi, j'ai vu la séquence, là. Je me suis dit, mais si tu sais qu'il y a des caméras qui viennent, tu peux pas filmer ça. Puis après, j'ai écouté les échanges qu'ont les adhérents avec des sympathisants sur le marché. C'est simple, c'est honnête. Il n'y a pas de le jaune, c'est l'énergie. Là, on est dans le vrai RN, l'authentique, ok? C'est du pur jus concentré à froid. C'est de l'huile de RN. On écoute. On a fait 1 an de service militaire à la balle réelle. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de courir après les gens. À la balle réelle, ça va tout seul. Moi, je parle un peu comme vous, ouais. Oui. Il faut un rapport de force, hein. J'ai toujours aimé être dans les costumes de SS. Ouais, ça, c'est beau. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Bah, ouais, vous aussi. Bah, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. Il a l'air sympathique, hein. Bah, il est poli, excusez-moi. Il aime bien porter des costumes. À Mardi Gras, il l'a pas dit, mais il pensait à Mardi Gras. Bon, l'adhérent lui a dit « Moi, je suis un peu comme vous, faut un rapport de force. » Mais elle a pas dû écouter la partie sur les couleurs, je pense. Heureusement, il y a un gradé qui vient la recadrer devant les caméras.
Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Non mais quand c'est comme ça, faut évidemment leur dire que c'est inadmissible. On parle pas à des gens qui disent des propos ignominieux comme ça. Mais vous allez couper. Non? À la boulette. À la boulette. Non mais je vais pas être malhonnête. On peut pas tenir pour responsable le RN pour des propos qui sont tenus par des gens qui sont pas des élus RN, ok? C'est des gens qui croient sur le marché, qui sont sympathisants. Ils contrôlent pas les gens qui sont sur le marché. Écoutons plutôt les anciens du parti, ceux qui sont là depuis longtemps. Ça, c'est un bon indicatif. Toi qui as l'expérience d'élu municipal. Je vois pas ça beau, moi. C'est que là, c'est LFI, donc la violence. Il n'y a qu'une chose à faire. La casse, Paris. Et moi, je serais radical, tu tires dans le tas. Non, mais non, pas de ça. 10 morts. Eh ben, t'inquiète pas, les autres, ils bougeraient plus. Pas de ça, là, qui peut. Mais si. Ben si. Au RN, on a des gens qui veulent tirer dans le tas sur des civils, des Français nostalgiques, des SS. Mais c'est LFI les violents et les antisémites. Ça, c'est dit en boucle sur nos médias. Pendant que Marine Le Pen, elle va bouffer avec Bernard Arnault et ses copains. Et que Jordan, c'est un mec du peuple qui est en couple avec une vieille aristocrate. Ça va votre santé mentale à vous, sinon? Oh, les racistes et toute la nouvelle génération de nazillons, là, comme Quentin Derenque. C'est une mentalité et une logique que j'arrive pas à comprendre. Les gars arrivent à être fans d'une religion venue d'un mec en babouche qui vient de Palestine avec une daronne voilée. Mais en même temps, ils détestent les Arabes. Tout en allant à la messe pour apprendre que l'étranger, tu dois le traiter comme un frère, mais en faisant en sorte de tous les virer et les stigmatiser. De l'autre côté, t'en as qui se branlent devant des SS, qui les ont colonisés et qui se chauffaient en hiver en brûlant des gamins juifs. Et aujourd'hui, ces mêmes gens, ils soutiennent Israël et ils admirent ceux qui les ont colonisés. Et tout ça, sans programme. Juste les couleurs. Ça, là, ça serait au second tour des élections présidentielles. Je sais pas vous. Moi, j'ai pas fini de me mobiliser cette année. Ça va être chargé. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Vous avez kiffé. Prenez vos places pour mon spectacle. Et ceux des chroniqueurs, soutenez-les. Merci aux auteurs et toutes les équipes techniques et à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Merci beaucoup. À dans 15 jours. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.